Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de cyclisme, pour faire le débrief de la dernière étape du Tour de France féminin. Et bah, ça s'est joué d'un poil de cul, comme certains diraient. Ça a été exceptionnel. Même si ça aurait été bien d'avoir un écran splitté à certains moments pour ce final d'étape. Il m'a manqué l'écran splitté avec l'écart qu'on voit en direct. On voit, l'une passe devant l'autre, l'autre, voilà, ça repasse plus, ça se stabilise. Ça aurait été bien. Ouais, ça aurait encore rajouté à la dramaturgie. Bon, mais le jour où j'aurai un écran splitté, je pense que les poules auront des dents, voilà. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Short TikTok, j'en ai pas fait aujourd'hui, je devais en faire, mais comme les deux étapes se sont achevées à 10-15 minutes près, j'étais omnubilé par le Tour de France Femmes. Donc j'en ai pas fait. C'est le problème quand un peu tout se mêlent, tous les événements sportifs se mêlent les uns avec les autres. Puis je voulais surtout pas interrompre ma magnifique connexion internet. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Et puis n'hésitez pas également à rajouter la petite cloche, à cliquer rapidement sur les notifications, sur les miniatures. Ça permet aussi de soutenir la chaîne parce que ça permet de mettre en avant également les vidéos. Il y a une vidéo sur les transferts qui est sortie à 17h sur les dernières infos transferts, on va dire depuis les Jeux Olympiques jusqu'à dimanche. Donc voilà, avec tous les derniers transferts, on parle de Bourman, de Kemna, de Bettiol également, de Lutsenko, de Pauline Ferrand-Prévot également. On commence tout de suite. Une étape, autant on s'est fait chier sur ce Tour de France, autant ce Tour de France était mal conçu en termes de parcours. Et ça, je réitère mes propos. Autant cette dernière étape a été spectaculaire et elle fait du bien au cyclisme féminin parce qu'elle montre que ces filles sont capables de faire du spectacle, d'amener des émotions également hyper intenses. Ça s'est joué à pas grand chose, mais parce qu'en même temps il n'y avait que 3 étapes où il pouvait se passer des trucs en réalité sur ce parcours. Ça s'est joué sur une chute. Ça fait partie du cyclisme. Savoir éviter les chutes, savoir éviter les problèmes. Alors certains disent l'erreur vient de Vollering. J'ai déjà entendu ça dans les commentaires. L'erreur vient pas de Vollering. Déjà, vous savez pas quelle douleur elle a ressentie à ce moment-là. Parce que certains considèrent, je le sais déjà, que comme c'est du cyclisme féminin, les filles sont moins fut-fut que les garçons. Voilà. Alors Vollering elle est chez SD Works. Donc déjà SD Works c'est une structure, c'est comme Ineos. C'est pareil, c'est une structure du top. Vollering c'est l'une des meilleures coureuses du monde. Donc elle serait suffisamment stupide pour prendre son temps avant de repartir en course s'il n'y avait pas de douleur. Il y avait une douleur au genou à ce moment-là. Une douleur. Quand vous tapez au niveau du genou, c'est déjà arrivé notamment des cyclistes qui abandonnent sans être tombés du vélo, juste parce qu'ils ont tapé la cocotte. Ça fait une douleur qui est intense, une douleur au genou. Donc forcément, que moi je pense qu'elle a tapé le genou, si elle a tapé côté péroné, ça a pu donner une douleur énorme, et qu'elle n'est pas repartie tout de suite parce qu'elle avait une douleur. Et c'est oublier également un autre facteur à cette chose-là. Il y avait un mécanicien à côté d'elle. Le mécanicien a mis 3 plombes à arriver. C'est surtout là le problème. Le mécanicien a mis beaucoup de temps. Personne ne l'a poussé à ce moment-là. Il n'y avait pas de mécano. Ce qui semble extraordinaire. C'est là, pour moi, il y a une erreur de la SD Works, c'est que le mécano, il doit courir avec un vélo et puis il doit se pointer avec un vélo. Voilà. Puis il doit la pousser aussi. Il n'y a pas de mécano. C'est elle qui repart toute seule. Il n'y a pas un mécano pour l'aider. Elle est obligée de remettre sa chaîne en place sur le grand plateau. La chaîne n'est pas sur le bon plateau à ce moment-là. Elle est obligée de remettre la chaîne. Elle a légèrement déraillé aussi. Ça, personne n'en parle. Pourtant, ça se voit sur les images. Donc quand on dit c'est la faute, c'est Demi Vollering, parce qu'elle est con comme un balai, c'est limite ça, et parce qu'elle a pris son temps et qu'elle n'est pas suffisamment professionnelle et que ça serait jamais arrivé chez les garçons, non.
parce que vous avez des garçons qui prennent leur temps des fois pour repartir, parce qu'encore une fois une douleur, que ça soit poignet, genou, des fois vous croyez que vous êtes pété la clavicule, vous n'êtes pas pété la clavicule, ou vous êtes pété je sais pas quoi le poignet, et au final vous n'êtes pas pété le poignet. Sandy Dujardin, quand il repart sur son vélo, il sait absolument pas si ça va aller au bout, hein. À ce moment-là, il se dit je me suis pété le poignet. Et moi, je préfère des gens qui prennent parfois un petit peu leur temps pour repartir, plutôt que des situations à la Vlasov, à la Philippe Gilbert, qui auraient pu avoir des conséquences beaucoup plus graves au niveau de la santé physique des coureurs. Hein, parce que Philippe Gilbert repartir avec une fracture du péroné et Vlasov cette année repartir avec un trauma crânien, je suis pas sûr que c'était l'idée du siècle. C'est bizarre par contre quand Romain Bardet prend son temps avec son trauma crânien, ça ne gêne personne à ce moment-là. Hein. Quand c'est Vollering qui fait l'état de ses blessures, là c'est un problème pour tout le monde. Voilà. Est-ce que c'est parce que c'est une fille? Ça c'est à vous d'en juger. Mais si elle s'était fait le péroné, c'était pareil. Hein. Elle avait une douleur au genou. J'ai vu un nombre de fois les mecs ne pas repartir tout de suite. C'est essayer de tester la cheville, tester un peu le genou. Ils ne repartaient pas tout de suite. Voilà, parce qu'ils avaient une douleur. Dans d'autres sports, ça aurait été compris. Ils ne repartent pas tout de suite parce que tu as une douleur. Bon. Dans le cyclisme, il semblerait que le physique, ça ne soit pas pris en compte. Donc en fait, elle ne perd pas à cause du temps qu'elle met pour repartir à vélo. En fait, elle perd ce Tour de France dès qu'elle tombe. Pourquoi elle perd le Tour de France dès qu'elle tombe, Vollering? Parce que la chute a eu des conséquences physiques. Une chute, c'est pas anodin. Alors même si elle a semblé très forte, elle n'était pas au-dessus du lot. Or, sur les premiers jours de course, elle était au-dessus du lot. Même si Neviadoma était très forte, encore une fois. Mais si on doit dire où elle a perdu ce Tour de France, déjà, c'est peut-être en attaquant au glandon et en attendant pas l'Alpe d'Huez, mais c'est dès qu'elle tape le cul par terre. C'est pas le temps qu'elle a mis pour repartir, c'est dès qu'elle tombe. Il n'aurait pas fallu qu'elle chute. Voilà. Neviadoma n'est pas tombée. C'est là la différence. C'est pas le temps qu'elle a mis pour repartir. Le temps qu'elle a mis pour repartir. C'est-à-dire que je trouve ça extraordinaire qu'il y a des gens qui pensent que dans le cyclisme féminin, on est suffisamment débile pour ne pas repartir tout de suite. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui se pose la question de se dire pourquoi elle n'est pas repartie. C'est peut-être parce qu'elle avait mal. C'est tout con, hein, c'est une idée. Ça m'énerve. Je peux vous dire, ça me... Parce que c'est considéré que... je sais bien que des fois je dis que les filles de temps en temps, déjà c'est pas toutes les filles, mais maîtrisent parfois moins le vélo, mais elles sont quand même pas débiles. Faut nuancer de temps en temps, et surtout quand on parle de Demi Vollering, qui a dû débuter en 2018 ou 2019, je ne sais plus la date exacte, qui a fait que du cyclisme féminin, contrairement à d'autres qui ont fait du duathlon, qu'on fait de l'aviron, du canoë, d'autres sports, du triathlon. Non, elle connaît le cyclisme, elle baigne dans le cyclisme depuis qu'elle est petite, donc elle sait que quand elle tombe, il faut repartir tout de suite. Elle n'est pas débile. De toute manière, la plupart des filles le savent, la plupart des cyclistes, même amateurs, le savent. Dès que tu tombes, tu te remets sur le vélo. Si elle n'a pas pu remonter sur le vélo, c'est qu'il y avait peut-être une raison. C'est dommage de ne pas essayer de comprendre cette raison-là. Note de l'étape. Je ne vais pas résumer tout ce qui s'est passé en course, parce qu'on a eu un beau spectacle. Note de l'étape, 20 sur 20. 20 sur 20, on a tout. On a du spectacle. On a du spectacle, que ce soit les équipes qui ont roulé à la vitesse de la lumière. On est arrivé sur l'horaire le plus rapide. Que ça soit également le spectacle, parce qu'on a tenté de partir, on a tenté de déjouer un petit peu les pronostics qui voyaient tout le monde escamoter le glandon, essayer d'attaquer dès le glandon. Parce qu'on a eu de la stratégie également avec Rui Jekers qui a tenté de jouer avec Vollering, avec Evita Music qui a joué aussi un petit peu, Gaillard Aligny aussi qui a beaucoup joué avec Neviadoma. On a eu des surprises. C'est vrai que moi je ne m'attendais pas notamment à ce que Juliette Labousse explose à ce point-là. Je ne m'attendais pas à ce que l'Autrichienne Cavallard tienne aussi bien aujourd'hui. Par exemple, les deux grosses surprises.
On a également des rebondissements. Il y a un moment, je pense qu'en haut du Glandon, il y en avait deux, trois qui devaient penser que c'était fini. Moi, je me disais, tant qu'il n'y a pas 3 minutes au sommet du Glandon, c'est pas fait. Parce qu'avec le temps de vallée, je me disais, ça va pas être évident. Si derrière il y a un groupe qui s'organise, ça peut être compliqué. Nevia Doma pourra dire merci aussi à la coéquipière, à Lucinda Brandt, à la coéquipière de Gaillard Alini, parce que ça a beaucoup aidé dans la phase de plaine à redescendre l'écart à 40 secondes. J'espère qu'elle lui dira merci. Mais il y a eu des rebondissements, il y a eu du suspense, il y a eu des émotions à l'arrivée. Enfin, ça a été une grande étape de cyclisme, une grande course de cyclisme féminin qu'on a eu aujourd'hui. C'est dommage que ce Tour de France ait duré 8 jours, parce qu'on aurait pu se contenter de cette dernière étape, ça aurait fait une belle classique. C'est là où je vous dis qu'il y a quand même un problème de parcours du côté de ce Tour de France féminin. Allez, on regarde tout de suite les coureuses au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureuses au top, je commence avec Vollering. Bravo Vollering d'avoir tenté le tout pour le tout. Elle avait rien à perdre, Vollering. Contrairement à Vingegaard, tiens, chez les garçons, qui osent pas attaquer, avec lequel on s'emmerde comme pas possible, qui pendant tout le Tour de France on a dit non, mais moi je me contenterai pas de la deuxième place, je me contenterai pas de la deuxième place. Si, c'est contenté de la deuxième place. Elle s'est pas contentée de la deuxième place. Elle a tout tenté pour gagner ce Tour de France. Elle a tout fait pour gagner ce Tour de France. Pas de chance pour elle. Elle est tombée sur plus forte aujourd'hui. Elle est tombée sur plus forte et puis sur un écart qui était un peu trop important. Mais Vollering a tout tenté. Elle ne pourra rien se reprocher ce soir pour moi. Pour moi, il fallait qu'elle tente au Glandon. Parce que tout le monde s'attendait à ce qu'on attaque à l'Alpe d'Huez. Sauf que pour moi, l'Alpe d'Huez, elle aurait attaqué quoi au bout de 3-4 km de montée de l'Alpe d'Huez? En 10 km, reprendre je ne sais plus combien il y avait sur Nevia Doma à ce moment-là, mais reprendre une 30 à Nevia Doma en 10 km, ça aurait pas été évident. Je rappelle que c'est la même Nevia Doma qui suit sa roue sur l'étape de Liège. Donc une Nevia Doma qui est en forme, qui est en très bonne condition physique. Donc réussir à faire ça en 10 bornes, là elle aurait été au-dessus du lot. Mais elle n'était plus au-dessus du lot depuis sa chute. La chute a forcément gêné sa récupération, les abrasions qu'elle avait au niveau de la fosse, peut-être un choc au niveau du coccyx, peut-être des douleurs au niveau du bas du dos. Ça a forcément nui à sa performance. Donc elle n'était plus au-dessus du lot. Ce petit plus peut-être qu'elle pensait avoir sur Nevia Doma, elle ne l'avait plus. Donc il fallait surprendre Nevia Doma. Elle a surpris Nevia Doma par son attaque dans le Glandon. Le problème de Vollering, c'est qu'il n'y a que Rouy Jakers qui a réussi à suivre. Je pense qu'elle perd du temps dans la descente parce qu'elle est hyper prudente dans la descente Vollering, alors qu'elle est capable de descendre mieux que ça, Vollering, mais je pense qu'elle attend Rouy Jakers. Et c'est là où ce temps-là, parce que Rouy Jakers ne descend pas extrêmement bien, elle perd peut-être 10-15 secondes à ce moment-là. Peut-être que si l'écart à la fin de la descente, c'est pas une 10, c'est une 30 ou une 40, peut-être que Lucinda Brandt a fait pas l'effort pour ramener le groupe avec Gaillard et Alini. Peut-être qu'on se contente de jouer la deuxième place. Le problème, c'est qu'elle est obligée d'attendre. Elle est obligée d'attendre, Vollering. Donc ça joue énormément. Elle est obligée d'attendre Rouy Jakers. Bon, ensuite, les deux collaborent, mais tu sens bien que Rouy Jakers collabore moyen. Et puis Rouy Jakers, il faut comprendre aussi, du côté de la Phoenix de Koninck, on lui a dit « cocotte, t'es 2 secondes devant, tu laisses faire. » Elle va te tracter, Vollering. Le problème, c'est que du côté de la Phoenix de Koninck, on n'a pas compris que Vollering n'avait pas la capacité de faire 14 km, quasiment 30, en duo, en tractant ce duo, et en même temps de garder de l'avance sur Nevia Doma, qui, il faut bien le dire, a été bien aidé par Lucinda Brandt. Et Vollering ne pouvait pas faire le job comme ça, mais elle a tout tenté. Moi, je ne peux pas reprocher. C'est-à-dire que si je reproche à Vollering cette manière-là de courir, je ne peux pas reprocher à Vingegaard de sucer les roues. Or, moi, je ne supporte pas la manière de courir de Vingegaard. Et là, je dis, bravo Vollering, elle a tenté, elle a voulu faire du spectacle.
Peut-être que grâce à Vollering, dans 15 jours, il y a des filles qui vont se mettre au cyclisme féminin. Eh oui. Donc, non, bravo, Madame Vollering. Pour moi, parfois, il faut mieux oser tout perdre que essayer de gagner en jouant petit bras. Et pour moi, aujourd'hui, Vollering, elle a osé tout perdre. Et c'est pour ça que ça en fait une belle perdante aujourd'hui. J'espère qu'on retiendra ça. J'espère qu'on ne retiendra pas les 4 secondes du côté de Vollering. Mais j'espère qu'on retiendra le fait qu'elle avait une 40 de retard avant cette étape et qu'elle ne perd qu'avec 4 secondes. Et c'est même pas qu'elle perd, qu'elle reste 4 secondes derrière, parce qu'elle n'avait pas le maillot jaune. J'espère que ça va pas faire comme Laurent Fignon, parce qu'on l'a toujours dit, mais il y a eu un avant et un après Tour de France 89 pour Laurent Fignon. Ça n'a plus jamais été le même homme en 89, après 89, Laurent Fignon. Outre le fait, bon, le dopage et tout le tintouin, on va pas revenir sur la carrière de Fignon, mais en 89, quand il perd pour 8 secondes, jusqu'à la fin de sa carrière, et même après, quand il était consultant, jusqu'à sa mort, quasiment, Laurent Fignon, on a retenu quasiment que ça de sa carrière. J'espère que ça ne va pas faire la même chose avec Vollering, parce que ça a détruit la carrière de Fignon. J'espère que ça ne détruira pas la carrière de Vollering. Mais c'est sûr que là, ça va être dur à encaisser pour la concurrente néerlandaise. Mais je pense aussi que ça fera un peu différemment que Fignon. Ce Fignon, déjà, il avait le maillot jaune ce jour-là, quand il perd 8 secondes. Il a toujours considéré qu'il y a eu une injustice avec le guidon de triathlète que lui n'avait pas et qu'avait Greg LeMond. Et puis, il avait le maillot jaune ce jour-là. Là, Demi Vollering, elle n'avait pas le maillot jaune sur cette étape-là. Donc déjà, je pense que ça a changé. Et puis surtout, on a maintenant des vrais suivis psychologiques que l'on n'avait pas à l'époque de Laurent Fignon. Je ne suis pas sûr que Laurent Fignon avait été voir un préparateur mental ou un psychologue après sa défaite sur le Tour de France. Je pense que ça aurait peut-être aidé. Vollering le fera peut-être. J'espère qu'elle le fera parce que si elle lançant le Boisin, j'espère qu'elle le fera et qu'elle ne se laissera pas détruire par cette défaite face à Neviadoma. Mais là, il n'y avait rien à faire aujourd'hui. Neviadoma a bien géré aussi. Il faut bien le dire, elle ne s'est pas mis dans le rouge, Neviadoma. Mais voilà, moi je salue ce qu'a fait Demi Vollering et j'espère qu'on retiendra de cette étape-là pas le fait qu'il y avait 4 secondes d'écart, le fait qu'il y avait plutôt une 40 avant le début de cette étape et le fait qu'elle ait tout donné pour essayer de chercher ce Tour de France alors qu'elle aurait pu se contenter de faire l'étape dans la route de Neviadoma et de prendre la 2e place du général. Elle aurait pu se contenter de faire ça. Ou de prendre la 3e place. Non. Vingegaard se serait peut-être contenté de faire ça. Pas Madame Vollering. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour elle ce soir. J'avais déjà du respect pour elle, mais j'en ai peut-être encore plus pour elle ce soir. 2e, Neviadoma. J'ai beaucoup parlé de Vollering, mais j'ai aussi beaucoup de respect pour Neviadoma. Parce qu'elle aurait pu... La force mentale qu'a eu Neviadoma quand même aujourd'hui. La force mentale. Parce que quand tu vois Vollering partir dans le Glandon à 3 km du sommet du Glandon, 3 ou 4, je ne sais plus précisément, je crois que c'était 3. Tu sais qu'il y a encore 3 km. Donc tu sais déjà que c'est encore long. Tu vois l'écart augmenter. En haut du Glandon, il y a 1 minute. Il y a 1 minute en haut du Glandon. C'est-à-dire qu'en haut du Glandon, elle a plus que 20-30 secondes d'avance sur Vollering. Là, à ce moment-là, tu peux exploser. Là, à ce moment-là, tu peux paniquer. Dans le Glandon, je trouve que ce qui a permis à Neviadoma de gagner, il y a 2 choses aujourd'hui. Ce qui a permis à Neviadoma de gagner le Tour de France. Premièrement, Lucinda Brandt. Parce qu'elle a fait le job sur la phase de plaine du côté de la Lidl Trek. Deuxièmement, pour Neviadoma, elle ne s'est jamais affolée. Elle ne s'est jamais affolée. Elle n'a jamais engueulé les filles derrière qui passaient moyennement des relais. Elle n'a pas engueulé Evita Music, elle n'a pas engueulé Gaia Realini. Elle ne s'est jamais affolée. Et moi, je me dis, derrière mon canapé, quand je vous ai dit qu'en Vollering part et je me dis qu'il y a 1 minute au sommet, pour moi, c'était peut-être pas suffisant. Mais moi, je suis dans mon canapé, je ne suis pas en train de faire un effort physique. C'est-à-dire avoir cette capacité-là à ne pas s'affoler
alors que et puis c'est pas le rêve de ma vie non plus qui est en train de se jouer sous mes yeux, quoi. Donc avoir cette capacité d'analyse là, de calme, alors que tu es en train de vivre peut-être l'un des plus beaux moments de ta vie, de ta carrière de sportive, alors que tu es dans une situation qui est absolument pas favorable, que tu n'as plus d'équipière à côté de toi, et depuis un certain nombre de kilomètres, c'est une grosse force mentale qu'a eu Neviadoma aujourd'hui. Je pense que c'est ce qui l'a fait gagner. Elle avait des bonnes jambes, on l'avait vu à Liège, on l'a vu pendant toute la semaine, mais ça suffisait pas aujourd'hui d'avoir des bonnes jambes. C'est cette capacité à ne pas s'affoler. Et ça, je pense que c'est ce qui a fait la différence. Après, forcément, sur la fin de montée Voloring, sur les 5 derniers kilomètres, elle a plus la soquette légère. Donc, les 5 derniers kilomètres pour Voloring ont été très compliqués au niveau physique. Et c'est là où Neviadoma arrive à remonter, à reprendre du temps. Parce que jusqu'à 10 km de l'arrivée, il y a toujours cet écart qui oscille aux alentours de 1,10. Sauf que sa force a été de réussir à stabiliser l'écart. Et ensuite, à partir de 7-6 km de l'arrivée, l'écart commence à diminuer légèrement. Puis à partir de 5 km de l'arrivée, entre 5 et 2, l'écart diminue énormément. Elle revient quasiment à 45 secondes. Mais malgré tout, il a fallu cravacher jusqu'au bout. Parce que Neviadoma, elle s'est fait mal aussi. Voloring a été marqué physiquement. Mais Neviadoma, elle n'a pas amusé du tout la galerie non plus. Donc non, c'est vraiment fort ce qu'elle a réussi à faire Neviadoma aujourd'hui, cette capacité à tenir la cadence à ce niveau-là de compétition. Ouais. Alors elle pourra dire merci à Lucinda Brandt, mais au niveau mental, ça a été costaud. C'était costaud. Parce qu'elle est rarement dans cette situation-là. C'est le premier grand tour qu'elle remporte, je crois, Neviadoma. C'est-à-dire qu'elle n'avait jamais été dans cette situation-là de défendre un maillot de leader. Réussir, alors que en face de toi, tu as Voloring, tu as la meilleure au monde, et le faire dès ta première fois dans cette situation, sans exploser complètement, ouais, chapeau. Chapeau vraiment. Vraiment, elle a fait du bon boulot. Elle a fait du bon job aujourd'hui, Neviadoma, et elle mérite ce Tour de France. Parce que certains vont dire, oui, elle gagne le Tour de France que grâce à la chute de Voloring. La chute, déjà, ça fait partie du cyclisme. Ce jour-là, elle peut tomber aussi, Neviadoma. Elle tombe pas. Il n'y a que Voloring qui tombe. Déjà, c'est un fait. Deuxièmement, du côté de Neviadoma, elle a réussi à tenir ce maillot jaune parce que Carbaol aurait pu la dépasser, Faulkner aurait pu la dépasser également. Donc, voilà, parce qu'il y a des filles qui ne tombent pas avec elle, qui n'ont pas réussi pourtant à être avec elle sur ce Tour de France. Elle a réussi à résister à la pression aussi d'avoir le maillot jaune. Et elle avait des super jambes. Voilà. Ce qui fait qu'on gagne un Tour de France. C'est pas le hasard qui te permet, parce que certains pourraient dire c'est le hasard qui te permet de gagner un Tour de France. Enfin, une course par étape. Le Tour de France, encore une fois, c'est une course par étape d'une semaine. C'est pas le hasard qui te fait gagner une course par étape d'une semaine. Il y a plein d'explications pour le fait de gagner une étape, une victoire d'étape d'une semaine. Troisième, Evita Music. Oui, pourquoi troisième du côté des coureuses au top, Evita Music? Bah parce que quand on regarde bien le classement général à l'arrivée d'Evita Music, Evita Music, hop, elle finit au général à 1,21. Il y a 45 secondes de chrono. Voilà. C'est-à-dire qu'en montagne, elle a quasiment rien perdu sur les meilleurs. En montagne et... oui, même en haute montagne, elle n'a rien perdu sur les meilleurs. Parce qu'en gros, elle a perdu aussi une vingtaine de secondes sur Neviadoma et Voloring sur l'étape de Liège. Si elle n'avait pas perdu ces 45 secondes, ces 40 ou 45 secondes sur 6 km 600, ça aurait pu quand même faire des merveilles. Ce qui montre déjà qu'Evita Music, il va falloir travailler le contre-la-montre. Ça va être un premier paramètre. Alors c'est vrai que c'est pas facile parce qu'elle est grande. Elle fait 1m72, je crois, Evita Music de tête. Ce qui pour les filles est plutôt un grand gabarit, parce qu'on a assez peu de filles qui font plus d'1m67-68. Ça court pas les rues. Elle fait 1m70, j'avais dit 72.
Donc forcément elle est longiligne. Et forcément sur un vélo de contre-la-montre, c'est plus facile les petits gabarits que les grands gabarits longilignes sur un vélo de chrono. Mais il y aura quand même un travail à effectuer parce que pour moi, vu ses qualités physiques, tu peux pas perdre 40 secondes sur 6 bornes de chrono. Donc il y aura un vrai travail à effectuer pour Evita Music là-dessus parce que on peut pas se permettre de perdre autant de temps sur un contre-la-montre quand on a en plus des grands tours qui durent une semaine. Parce que chez les garçons déjà c'est problématique si tu avais ces performances-là sur le contre-la-montre. Mais chez les filles, où les courses par étapes sont encore plus courtes, où les grosses étapes de montagne, tu en as parfois une ou deux seulement par grand tour, tu peux pas te permettre de perdre autant de temps. Donc là, il y aura un vrai travail à effectuer du côté d'Evita Music. Mais moi, ça me fait plaisir parce que on l'avait quitté l'année dernière, Evita Music, sur un échec monumental sur ce Tour de France, avec un abandon, avec une situation physique où elle avait subi une blessure, elle avait osé en parler, ce qui n'était pas évident. Derrière, sa fin de saison est très compliquée à gérer parce qu'elle a la tête ailleurs, parce que elle se prend à ce moment-là une grosse claque dans la gueule, il faut bien le dire, parce qu'elle avait misé sa saison sur le Tour de France et qu'elle se disait qu'après son bon mois de mai, avril-mai, le fait d'avoir repris tard, ça avait fonctionné. Et elle se dit, tu vois, je fais 5e de la Flèche Wallonne, 17e de Liège-Bastogne-Liège. Derrière, je peux peut-être aller chercher un top 5 sur le Tour de France. Elle se prend une grosse claque avec une course où c'est vraiment un enfer pour elle. Elle n'est pas du tout dans l'allure. Le fait de réussir à repartir, à se remobiliser cette année, ça a été très compliqué du côté d'Evita Music. Elle a fait des crosses. Et le cyclocross lui a beaucoup apporté, elle le disait. Ça l'a un peu remobilisé. Mais c'était extrêmement compliqué mentalement. En fin de saison dernière, et elle a réussi grâce à cette préparation, on va dire un peu cyclocross. Elle a fait 2-3. Elle a fait les manches de Coupe de France, les championnats d'Europe aussi de cyclocross. Ça l'a vraiment remise dedans. Ça l'a vraiment ça l'a reboosté tout simplement Evita Music et je me dis que cette année elle confirme que c'est une fille de course par étapes, deuxième du Tour de Burgos, cinquième du Tour d'Espagne cette année, quatrième de la Flèche Wallonne. Ça fait plaisir de la revoir au top vraiment, parce que l'année dernière, moi quand je l'avais vue la saison dernière, avant le Tour de France, quand j'avais suivi un petit peu ce qui se passait autour d'Evita Music, je me suis dit, je le sens pas très bien. Je suis un peu inquiet sur sa capacité à rebondir. Et puis elle a su rebondir. Et ça, c'est fantastique. Voilà. Et elle montre aussi que ça ne sera pas qu'un faire-valoir de Juliette Labousse et potentiellement de Demi Vollering, si Demi Vollering arrive dans l'équipe. Ça sera une fille sur laquelle il faudra compter. C'est une fille qui peut avoir des résultats. Elle n'a que 25 ans, Evita Music. Elle est là depuis très longtemps, 2018. Je pense qu'elle a commencé comme Vollering. Mais elle a encore, je pense, une grande capacité de progrès, notamment sur le contre-la-montre, où là, il y aura du travail. Là, elle a 2 ans de moins que même 3. Oui, il y a 3 ans d'écart quasiment il y a 3 ans avec Demi Vollering. Donc il y a encore une faculté de progrès qui est énorme pour elle. Elle pourra encore faire des belles choses, Evita Music. Et moi j'étais super inquiet dans sa capacité à rebondir. Et le fait qu'elle arrive à revenir, moi je suis très content pour elle. Voilà, donc ça me fait extrêmement plaisir pour cette jeune fille. On poursuit avec une concurrente d'une équipe française encore, mais qui est autrichienne. C'est Cavallard. Cavallard qui a été à l'avant de la course, notamment dans le Glandon, qui passe en tête du col du Glandon. Arkea qui fait quand même un bon Tour de France, qui arrive à la fin à la 7e place aujourd'hui. Chapeau, Madame Cavallard. Et Cavallard, elle a un parcours qui est Valentina Cavallard, elle a que 23 ans. Donc c'est là aussi, c'est le même âge, je crois que c'est un an de plus que Maeva
ski-banc, mais c'est surtout une fille qui a fait de l'aviron. C'est-à-dire que Cavallard a fait de l'aviron de coupe poids léger à Tokyo. Et elle a commencé le cyclisme en 2023. Voilà, donc l'année dernière, elle a commencé seulement le cyclisme. C'est ça qui est assez dingue. C'est-à-dire qu'on est sur une fille qui a commencé super tard le cyclisme. Elle a rejoint Arkea en mars, seulement en mars. Enfin, même pas en 1er avril, techniquement, 31 mars, 1er avril. Et elle a déjà des résultats de dingue. Deuxième du classement de la montagne du Tour du Pays Basque. Deuxième du Tour féminin des Pyrénées. Deuxième des championnats d'Autriche. Et puis là, 22e de ce Tour de France, 7e de cette dernière étape, 15e hier sur l'étape du Chinaillon. Elle était avec Lotte Klaes. Faire ça à cet âge-là, avoir cette capacité à passer d'un sport à l'autre, et on n'est pas sur des sports similaires. L'aviron est... oui, c'est un sport où il faut utiliser ses cuisses, l'aviron, parce que faut pas croire, mais la puissance part des cuisses à l'aviron, ça part pas des bras, mais quand même, réussir à faire ça à cet âge-là, c'est impressionnant. C'est changer de sport et en un an réussir à passer d'un sport à l'autre. Elle a commencé en World Tour sur la Flèche Wallonne. C'est-à-dire il y a 4 mois, quoi. Incroyable. Donc moi je vais la suivre, parce que je la connaissais pas énormément. Je vais la suivre, Valentina Cavallard, parce que sa petite histoire là, ça m'a vraiment plu et intéressé. Contrat jusqu'en 2027 avec Arkea. Arkea a bétonné le contrat. Ils ont bien fait, parce que quand on sent c'est une prise de risque qu'ils ont eu, mais je pense qu'ils ont senti qu'elle avait la capacité d'obtenir des gros résultats. 20 jours de course, déjà 266 points UCI marqués. Ce qui n'est pas anodin pour une équipe continentale comme Arkea. Arkea qui a fait un très bon Tour de France. On en a peu parlé, mais un très bon Tour de France de Arkea. Surtout ces derniers jours de course qui ont été vraiment très bons. 5e au classement par équipe, Arkea. Donc chapeau pour cette concurrente. Mais ouais, impressionnant. Je suis épaté je suis vraiment épaté de cette capacité à passer d'un sport à l'autre. C'est vraiment assez dingue. Parce que alors ça montre que il y a encore cette capacité là qu'on a peu chez les garçons, quoi. Qu'il y a Lipovitz qui est passé du biathlon au cyclisme. Il y en a aussi un qui fait du ski de fond, je sais plus qui a fait du ski de fond. Il y avait Jérôme Coppel par exemple qui était passé par le ski de fond, mais l'aviron quand même là aussi sur une discipline qui demande d'autres maîtrises. C'est je pense pour ça qu'elle était en difficulté dans la descente, Cavallard, mais elle finit quand même 7e, quoi. 7e à 3,34. Et devant, ça c'est encore une fois, on a roulé vite aujourd'hui. Donc non, très très impressionnant de la part de Valentina Cavallard. Bien entendu, je salue aussi Rouille-Ekers, puisque j'en ai peu parlé, mais bon, on peut pas parler de tout le monde, mais oui, Paulina Rouille-Ekers. Alors pour moi, c'est pas une surprise de la voir comme ça sur un podium de course. Pour moi, elle avait les capacités de le faire, Rouille-Ekers. Je l'avais vu, j'avais vu des bouts sur le Tour d'Italie féminin où je l'avais trouvé impressionnante de facilité. Sur la Flèche Wallonne, elle prend quand même la 6e place aussi, et c'est une fille qui progresse depuis l'année dernière. Elle est passée chez Phoenix de Koninck cette année, mais l'année dernière elle était chez Canyon. Déjà je trouve que chez Canyon elle était vraiment en progrès sur les courses auxquelles j'avais vu, auxquelles elle avait participé. Et là je trouve que c'est une fille qui s'améliore d'année en année, et je trouve que vraiment elle a le statut de leader, Rouille-Ekers, avec Puck Peters chez Phoenix de Koninck, et ça ne lui a pas posé problème, parce que chez Canyon il y avait Neviadoma,
Chez Liv, il y avait aussi d'autres filles qui étaient devant elle. Et là, elle a pris vraiment ce statut de leader, ça ne l'a absolument pas gênée. Elle aussi, hein, 1m71, on est quand même plutôt sur des grands gabarits. Et réussir à faire cette performance-là, c'est bien. Réussir à concrétiser, c'est bien. Mais moi, je savais qu'elle était en... Je le sentais qu'elle était en capacité de le faire. Voilà, je l'avais vu également sur l'UAE Tour en début de saison, à Jebel Hafet, où elle avait pris la 6e place. Donc non, c'est une fille qui a beaucoup de talent. Rouille Jekers, on est vraiment sur une pure grimpeur. Quoique à Rotterdam, elle fait 23 du chrono, donc ce qui n'est pas dégueulasse hein, non plus, mais on est quand même sur un profil grimpeuse. Le fait qu'elle ait tenu la roue de Vollering, c'est quand même extrêmement bien. Mais moi, je ne suis pas surpris, voilà, plus que ça par Polena Royakers. Par contre, dernière fille, encore une dernière fille au top, là j'en ai mis beaucoup aujourd'hui, Marion Bunel. 19 ans, Marion Bunel. Elle va faire le tour de l'avenir dans 3 jours, Marion Bunel. 19 ans. 11e de l'étape reine du Tour de France. Alors, autant chez Rouille Jekers, il a fallu attendre 30 ans, 29 ans pour que le talent a un petit peu attendu, autant Marion Bunel. Et depuis le début de saison, hein, là aussi sur l'UAE Tour, elle prend la 5e place. Impressionnante. 9e sur le Tour de Normandie, on en avait parlé, mais moi, elle m'avait vraiment impressionné sur l'UAE Tour. Parce que j'avais suivi un peu le l'UAE Tour, je m'étais dit, la vache! Et je m'étais dit, putain, elle avait quel âge? Parce que je m'étais dit, putain, Saint-Michel Mavic performante. Vous savez que je suis toujours cette équipe, cette structure. Là, je m'étais dit, waouh, la vache! Bah, bravo, ma cocotte, hein. Impressionnant. Impressionnant. Je pense que elle, bon, bah, de toute manière, son contrat s'arrête cette année, mais elle va être très courtisée après ce résultat. Je ne sais pas si elle va rester chez Saint-Michel, si la structure peut perdurer, ou si elle va aller dans une autre équipe. Et faire ça à cet âge-là, en sachant qu'elle l'a vraiment fait comme une grande, hein. C'est-à-dire qu'elle a géré son effort. Elle ne s'est pas emballée non plus, hein. C'est-à-dire qu'elle est lâchée dans le col du Glandon, mais assez loin de l'arrivée. Elle ne s'est pas mise dans le rouge. Autant les jours d'avant, elle avait de temps en temps essayé de suivre. Mais là, elle n'a pas essayé de suivre. Elle s'est dit, je gère mon effort. Et voilà, je vais tenir la cadence jusqu'au bout. Elle a tenu la cadence jusqu'au bout. Donc chapeau, Marion, à chaque fois je vais l'appeler Manon. Marion Bunel, qui a 19 ans. Voilà, qui aura 20 ans le 7 octobre, si vous voulez souhaiter son anniversaire. Né à Bernay, c'est en Normandie, Bernay. Voilà. Il y a d'autres coureurs qui sont nés. Donc Alexis Duvivier, c'est pas très loin du lieu de naissance de Damien Touzé, par exemple. Alexis Duvivier, qui a été sur Paris Tour Espoir. René Barthollet, dans les années 1910, qui avait fait le Tour de France avec Peugeot. Voilà. 4 coureurs cyclistes quand même qui sont nés dans cette commune. Hein. Ce qui n'est pas anodin. Des communes où il n'y a pas un coureur cycliste qui est né. Donc, chez moi, il n'y a pas un coureur cycliste qui est né dans ma commune. Hein. Donc voilà, c'est pas si simple que ça. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. Les bonnets d'âne, je commence avec Juliette Labousse. Clacasse dans la gueule, hein. Juliette Labousse. Là, je pense qu'elle s'est pris une baffe, 8 minutes sur Vollering. Je ne l'ai jamais vue comme ça, moi, Juliette Labousse. C'est-à-dire que, vous savez, ça fait depuis longtemps que je suis Juliette Labousse, et je l'ai connue toute jeune. Et à chaque fois, je me disais, Juliette Labousse, c'est une fille qui arrive toujours à gérer ses efforts. Moi, je la compare toujours à Romain Bardet. C'est rare quand même qu'elle se prenne une tôle à ce point-là. Parce qu'elle partait quand même avec l'ambition de faire podium. Elle se prend 8 minutes aujourd'hui. Ce qui... Moi, je pense qu'elle a mal géré sa programmation de saison. Parce qu'elle arrive en forme au mois de juin. Elle est championne de France au mois de juin.
Elle fait un Tour d'Italie où elle est sixième, mais en fait, elle aurait pu monter, je crois, elle aurait pu être une ou deux places devant. Je rappelle qu'elle se tape 20 secondes de pénalité pour un bidon, pour un ravitaillement hors zone, du côté de Juliette Labousse. Donc ça lui coûte quand même un petit peu cher. Mais de la voir, là, aujourd'hui, en détresse, aussi loin de l'arrivée, quoi. Ça a été terrible. J'ai vraiment été triste pour elle. Parce que je pense qu'elle voulait totalement autre chose avec ce maillot de championne de France. Et il a manqué quelque chose sur ce Tour de France. C'est-à-dire que malgré le fait que voilà, je vous l'avais mis favorite ce matin, j'avais le sentiment quand même, depuis le début enfin, sur les étapes un peu plus difficiles de ce Tour de France, je me dis, il manquait quelque chose en termes de performance. C'était une bonne Juliette Labousse, mais c'était pas la meilleure Juliette Labousse qu'on avait connue. Que ça soit sur l'étape de Liège, elle explose un peu. Sur les étapes notamment du Chinaillon hier, où elle souffre quand même sur la fin de la montée. Mais je me disais, dans ma tête, je voulais peut-être me persuader en me disant, oui, mais c'est pas en haute montagne, ça va peut-être mieux aller du côté de Juliette Labousse. Bah non, ça a été encore pire en haute montagne. Ouais, ça a été terrible. Alors il faut le dire aussi, pas épaulée par des équipières, hein. Elle s'est retrouvée quand même un petit peu seule, mais elle explose avec Puig Peters. Alors j'ai l'impression qu'elle a quand même un petit peu amélioré les choses dans l'Alpe d'Huez, parce que je crois qu'elle arrive au pied de l'Alpe d'Huez, elle est à 6,50, elle finit à 8... à 8 à 8,07. Elle finit devant Puig Peters. Voilà, bon, elle est battue par Thalita de Jong, mais je pense que c'est l'une des premières fois où elle s'est pris une claque comme ça en pleine tête, Juliette Labousse. Parce que là, elle aussi, elle va avoir du mal à s'en remettre comme Vollering, mais pour d'autres raisons. Parce que là, c'est vrai que ça a été extrêmement compliqué. Et ce qui est bizarre, c'est que sur le Giro, au mois de juillet, elle est cinquième. Au championnat de France, elle est dans le coup. Tour de Suisse aussi au mois de juin. Je pense qu'elle était en forme trop tôt. Là, elle n'est plus en forme, elle n'est plus au top de sa forme. Et c'est ce qui a fait la différence sur ce Tour de France. La préparation n'a pas été ajustée au bon moment. Et c'est ce qui a fait mal pour Juliette Labousse. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle elle quitte la DSM. Mais ce qu'elle a dit, hein, elle n'est pas du tout en froid avec la DSM. Hein. J'avais vu l'après-tour une fois, présenté par Claire Vauquier-Ficot. Et je l'avais entendu dire, je ne suis pas du tout en froid avec mon équipe, mais je veux voir d'autres méthodes, d'autres choses, d'autres horizons du côté de Juliette Labousse. C'est vrai qu'elle est depuis 2017 dans la même structure, donc ça fait 4 et 4, ça fait 8 ans dans la même structure. C'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a une lassitude, il y a un peu une routine qui s'installe, même si, encore une fois, DSM chez les filles, c'est vraiment du bon niveau aussi. C'est une équipe qui travaille correctement. Mais je pense que la forme n'est pas arrivée du tout au bon moment. Elle s'est retrouvée en forme trop tôt parce qu'elle est quand même à quasiment 2000 points UCI de marqués sur l'année. Elle est à 1828. Mais quand tu regardes, elle a des super résultats en mai. Elle fait 4e de la Vuelta, 3e du Tour du Pays Basque, 5e du Tour de Suisse, championne de France, 5e du Tour d'Italie. Très bon chrono des Jeux Olympiques où elle fait 4 aussi, il faut s'en rappeler. Et là, sur ce Tour de France, on n'a pas retrouvé la Juliette Labousse du Tour du Tour d'Italie, tout simplement, et même des 2 derniers Tours de France en montagne. Elle a été en dessous. Donc c'est dommage. Voilà, c'est dommage. Parce que je pense qu'elle voulait vraiment bien faire. Elle voulait peut-être aussi trop bien faire avec ce maillot de championne de France. Elle s'est peut-être mis un peu trop la pression aussi avec ce maillot de championne de France, ce qui fait qu'elle est passée à côté, mais c'est triste parce que, bien entendu, elle voulait autre chose, Juliette Labousse, hein, elle voulait autre chose en termes de résultats. Sarah Gigante, alors vous allez me dire, t'es méchant, Sarah Gigante, elle fait quand même 8e de l'étape à 5-10. Oui, elle perd 5 minutes dans la descente. Non, c'est incroyable le temps qu'elle a perdu dans la descente, Sarah Gigante. Hein. La descente du col du Glandon, elle se retrouve quasiment avec Juliette Labousse.
Or, aujourd'hui, elle finit 8e de l'étape. C'est pour vous dire que vraiment, dans la montée, elle était dans le groupe Nevia-Doma. Hein. C'est-à-dire qu'elle est passée du groupe Nevia-Doma au groupe Labous dans la descente. Il y avait 3 minutes d'écart déjà. Hein. Elle a perdu 3 minutes dans la descente du Glandou. Ce qui est énorme. Et le problème de Sarah Gigante, c'est que c'est un peu comme Morska Zigart aussi, qui a ce problème-là, ou d'autres filles du peloton. Il va falloir qu'elle apprenne à être meilleure techniquement sur un vélo. Si elle veut avoir des meilleurs résultats dans les années à venir, Sarah Gigante, il faudra qu'elle progresse sur sa technique sur un vélo. Parce que, que ça soit chez les filles et chez les garçons aussi, hein, demandez à Pierre Latour, on ne peut pas avoir des lacunes comme elle l'a actuellement Sarah Gigante et obtenir des grands résultats. Donc il va y avoir vraiment un travail à faire pour Sarah Gigante, parce que là, c'est pour ça que j'aimais Bonnet d'Âne, parce que si elle avait été forte techniquement sur un vélo, elle pouvait peut-être faire 3e de l'étape, et si elle faisait 3e de l'étape, c'est-à-dire c'était 4 minutes devant, 4 minutes de moins en général, ça la met 4 minutes de moins en général, ça la met quasiment au niveau de Cédrine Carbol, donc ça la met presque une place devant. Et là, le temps qu'elle a perdu lui coûte extrêmement cher dans la descente. Et c'est dommage, parce que c'est une fille qui a du talent, hein, Sarah Gigante, qui a 23 ans, donc qui est encore jeune. Hein. Mais c'est pour ça, je pense qu'il faut vraiment qu'elle le fasse maintenant, ce travail-là. Parce que c'est vrai que là, elle a perdu beaucoup de temps quoi, dans ce problème-là, dans cette descente-là. Et là, il faut vraiment améliorer les choses au niveau de la descente parce que sinon, elle va continuer de se prendre des tôles. Et ça peut coûter très cher dans les années à venir. Donc, c'est un vrai travail qu'elle va devoir faire techniquement sur un vélo parce que c'est l'une des meilleures grimpeurs du peloton, mais elle ne sait pas descendre. Donc, faut qu'elle attende à chaque fois des arrivées au sommet, quoi. Mais bon, à part sur la Vuelta, sur les autres grands tours, ça va être compliqué. Et même parce qu'elle n'arrive pas à frotter non plus. Là, faut qu'elle améliore ça. Elle n'a pas de contrat pour l'année prochaine. Donc, si j'étais une équipe française, peut-être Cofidis, peut-être Arkea, je pourrais être intéressé par cette concurrente-là. Puis, si vous la recrutez, vous lui faites 2-3 petits cours de technique sur un vélo. Ça peut pas faire de mal. Du côté de Sarah Gigante. On poursuit avec la Movistar, son ancienne équipe. Oui, c'est dur la Movistar, un classement par équipe de la Movistar, certes 3e, mais bon, à 35 minutes, loin derrière la Lidl et la FDJ Suez. La première fille au général de la Movistar sur ce Tour de France, c'est Marielle Meijering qui est 15e, sinon Liane Lippert 18, mais aujourd'hui elles ont perdu quand même. Meijering fait 22, Lippert fait 25, 10 et 13 minutes. Alors, le temps perdu aujourd'hui est monumental. Il y a quand même des filles qu'on n'a pas vues. Je pense notamment Olivia Baril, on l'a vu un petit peu devant. Mackay a été assez transparente. Même Emma Norsgaard est capable de faire un peu mieux que ce qu'on a vu sur ce Tour de France. J'ai l'impression que dans cette équipe, on est... Bon, encore une fois, comme je le rappelle, on a perdu Van Vleuten l'année dernière. Ça a fait un coup au moral. On n'a pas réussi à se relancer derrière. Et qu'on est dans une dynamique négative. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à obtenir les résultats qu'on avait l'année dernière. On n'est pas dans une bonne mentalité. On n'est pas dans une mentalité qui veut aller vers l'avant. On doit un peu se plaindre peut-être. Tu vois, dans l'équipe, il y a peut-être une mauvaise ambiance parce qu'encore une fois, quand les résultats sont pas là, parfois vous avez plus de pression sur les épaules, donc ça nuit à l'ambiance du groupe. Donc après, c'est un cercle vicieux, un petit peu qui s'entretient. Et là, il va falloir réussir à avoir un petit choc du côté de la Movistar parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de filles qui sont pas à leur niveau, qui sont un peu en dessous. Alors peut-être un peu en dessous parce qu'on travaille peut-être pas bien du côté de la Movistar, mais je pense pas. Je pense qu'on est démotivé. Et ça, c'est le plus compliqué. C'est quand il n'y a pas la motivation dans le groupe, quand on n'arrive pas à se motiver. Parce que c'est vrai qu'au départ de ce Tour de France déjà, il n'y avait pas forcément la leader en capacité d'aller jouer le général. Mais bon, il y avait peut-être des choses à faire. On a vu que Sarah Martin dans les échappées. C'est-à-dire qu'en dehors de Sarah Martin dans cette équipe et Liane Lippert, qui a tenté un truc sur une étape, ça a été quand même un petit peu compliqué.
Movistar est capable de faire mieux. Movistar est capable d'avoir de meilleurs résultats. On ne l'a pas vu sur ce Tour de France. Pour moi, il y a une sorte de démotivation dans cette équipe. Alors, vous savez, j'attaque beaucoup cette année Movistar depuis le début de l'année, mais quand on voit les résultats de Patigno également, cette structure-là n'a pas les résultats qui sont en adéquation avec, avec déjà les années précédentes, mais surtout avec le collectif qu'elle a à l'intérieur. Je pense que cette équipe est capable de faire beaucoup mieux. Parce que quand on regarde au niveau des victoires, alors si, oui, il y a 13 victoires. Sauf que dans ces 13 victoires, vous avez beaucoup de championnats nationaux. Vous avez Patigno sur le championnat de Colombie. Vous avez Arlenis Sierra qui a remporté le championnat de Cuba, chrono et route. Vous avez Northgard sur le chrono. Vous avez Barril, championne du Canada. Et Jelena Iric, championne de Serbie. Mais de victoires sur d'autres courses. Alors vous avez la Women's Cycling Pro Costa de Almeria pour Barril. Première étape également pour Barril sur le Tour d'Extrémadure. Marielle Meijering qui remporte le général de cette course et la deuxième étape. Sierra qui remporte le tour, la quatrième étape du Tour d'Andalousie. Une étape du Tour d'Italie pour Liane Lippert. Et Sheila Gutiérrez sur la Picto charentaise. Une seule victoire sur une World Tour. C'est ça la réalité pour cette structure. Les résultats sont bien moins bons, alors que pourtant on a des filles qui sont en capacité de faire des très bonnes choses. Voilà, je pense qu'on a des filles qui sont capables de faire des très bonnes courses. Donc c'est un petit peu triste pour moi de ce côté-là. Et puis je termine avec Mavi Garcia rapidement, qui a traversé ce Tour de France. À part sa chute, on l'a très peu vu, Mavi Garcia, là aussi. Là aujourd'hui elle finit extrêmement loin. Il faut que je remette la Livalula. Elle finit 29e à 18 minutes. C'est même pas la première de son équipe. Il y a Smulders qui est devant. Et au général elle finit 26e. Son équipe, Liv, finit 7e au classement par équipe. Alors elle pourrait se dire que c'est devant la UAE, parce que la UAE aussi a bien pris l'eau sur cette dernière étape. La UAE, si vous voulez savoir, la meilleure concurrente chez UAE aujourd'hui, c'est Magnaldi qui est 12e. Derrière, après, c'est Persico, Zwinkels. C'est pour ça que je ne comprends toujours pas pourquoi on a roulé la dernière fois dans cette équipe, parce que c'est un petit peu pour personne. Mais du côté de Mavi Garcia, perdre autant de temps, ça fait un peu mal, parce que ça a été l'une des meilleures filles du peloton dans les années entre 2018, je dirais, et 2021. Et c'est vrai que là, ça fait depuis quelques temps qu'elle a quand même un peu plus de mal. Mavi Garcia, elle a 40 ans aussi. Donc l'enchaînement des efforts devient peut-être de plus en plus compliqué. Elle a fini 6e des Jeux Olympiques, mais c'est vrai qu'aujourd'hui sur les grands tours, c'est un peu plus compliqué. Le Tour d'Espagne, elle fait 20e, le Tour d'Italie, elle fait 9e. À une époque, elle était capable d'aller chercher presque les victoires sur ces courses-là, du moins les podiums. Je trouve qu'elle a de moins en moins de grands résultats. Voilà, après, c'est pas toujours facile, c'est une fille qui a commencé tard, parce qu'elle vient du duathlon, Mavi Garcia, mais au bout d'un moment, tu as le poids des ans qui arrive. C'est un peu comme Michael Woods, chez les garçons, qui a commencé tard le cyclisme. Oui, mais bon, aujourd'hui, Michael Woods, il a 37 ou 38 ans, elle en a 40. Elle en aura 41 l'année prochaine, parce qu'elle est née le 2 janvier. Voilà, ça commence à faire un petit âge, et là on l'a vu même avec Van Vleuten l'année dernière, qui avait quasiment le même âge. Il doit y avoir 1 ou 2 ans d'écart avec Van Vleuten. Au bout d'un moment, t'as beau être la meilleure au monde, l'âge passe et ça commence à devenir compliqué, au-delà de 40 ans, d'avoir toujours le même niveau de performance. Et là pour Mavi Garcia, ça a été, je trouve, très compliqué sur Tour de France. 26e seulement, du général. Bon, pas exceptionnel. Le classement final de ce Tour de France 2024. Alors cette dernière étape remportée par Vollering devant Roy Akers, Music, Nevia Domar et Aline Carbaol. Bunel, 11e, Labous 14e avec Thalita de Jong qui a fait une belle semaine. Alors, on a eu des abandons aujourd'hui sur cette dernière étape. Des filles n'étaient pas parties, notamment chez la Gutiérrez, Josie Talbot ou Malcotine Rain Makers.
On a eu également Edward, ça a été une hécatombe un petit peu pour Human Powered Off, Amber Pet Plumers, Camille Failly qui avait pourtant des supporters à abandonner, et puis Chloé Dygert également. Vettorello, elle a réussi à finir dans les temps pour 16 petites secondes. C'était aussi chaud pour Audrey Cordon-Rago qui a fini avec Emilia Faline. Audrey Cordon-Rago qui prenait sa retraite. Voilà. Alors elle fera encore quelques courses, hein, mais elle fera bien entendu les courses en Bretagne. Mais voilà, c'est une grande madame du cyclisme féminin qui se retire cette année. Je pense qu'on en parlera peut-être dans une vidéo en fin de saison. Du côté du classement général, Nevia Doma, 4 secondes d'avance sur Vollering, 10 sur Roy Makers. Donc j'avais bon, moi j'avais calculé de tête 4 secondes, les commentateurs avaient calculé 2 ou 3, moi j'étais plutôt à 4, donc j'avais bon. Roy Makers 3, Music 4, Alini 5, Carbaol 6, qui a un petit peu souffert sur cette dernière étape. Gigante 7, Brandt, donc Labous 9e, De Jong 10e. Lotte Klaes 16, Bunel pour un premier Tour de France 17e, devant une certaine Liane Lippert et Léa Curigné. Très très bon tour de Bunel, pas très loin de Finn Fisher Black et surtout de Sherin Vandenroy et de Puig Peters, mais ça on en parlera du côté du maillot blanc. Le maillot vert remporté par Marianne Vos qui a dominé, qui l'a fait à la Peter Sagan, hein, je dirais, Marianne Vos, sur les échappées, Lorena Vibus 2, Nevia Doma 3, Vollering 4. Guéquiereux qui remporte le maillot à poids. Meilleur, je trouve que le barème du Tour de France féminin, qui est différent du Tour de France masculin, est meilleur parce que les hors catégories c'est 15 points et pas 20. Et les quatrièmes catégories, c'est 2 et 1 point aussi. Donc ça fait des petites différences et on voit que des baroudeurs peuvent encore remporter. Même si Vollering n'était pas très loin, mais je trouve que le barème est un peu mieux fichu. Donc Guéquiereux vainqueur devant Vollering, Puig Peters 3e, Nevia Doma 4, Roy Yecker 5e, Evita Music est la première française dans ce classement. 8e du côté du maillot blanc, c'est Puig Peters qui s'impose devant Sherin Vandenroy. Bunel qui a été la plus performante aujourd'hui, elle reprend quand même 1,36 à Peters et 1,58 à Vandenroy, pas n'importe quoi, et Bradbury Esquiban qui complète ce classement. Et puis du classement par équipe aujourd'hui, c'est à Lidl Trek qui s'impose devant la FDJ Suez, la Arkea est toujours dans le top 4 et surtout vous voyez donc Lidl Trek devant FDJ, Movistar, Gen Assurance, Arkea 5e devant la SD Works et Lille Liv Alula. Saint-Michel qui gagne 3 positions se retrouve 12e, la Cofidis 18e et avant-dernière, en sachant que voilà, il y a des équipes, Human Powered Earth notamment, Taskent, Roland Cogeas aussi ne s'affichent pas dans ce classement parce que elles n'étaient plus assez nombreuses à l'arrivée de cette épreuve. Il faut au minimum être 3. Donc si vous n'êtes pas 3, eh bien vous disparaissez de ce classement. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!